Je m'appelle Frédéric Blanc, je travaille pour le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie, qui est une association qui existe depuis une trentaine d'années, et dont les missions sont connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner tout ce qui touche à la biodiversité et aux espaces naturels. Donc c'est une association où on est 130 salariés répartis sur toute la région, et moi j'ai la responsabilité de l'antenne Haute-Pyrénées-Comminges. Et on est agréé par l'État et la région pour mettre en place un plan d'action quinquennal dans lequel il y a beaucoup de missions. Une des missions importantes des conservatoires, c'est l'animation foncière et la préservation des milieux. Donc on a une capacité à faire de l'acquisition de vieilles forêts, de tourbières, des choses comme ça. Et aussi on accompagne les collectivités, les particuliers sur la prise en compte de la biodiversité. Et on mène des programmes de conservation sur des espèces animales. Notamment notre sujet de cet après-midi, le décement des Pyrénées. Je demande souvent, je pose la question, et souvent les gens disent oui, mais ça ressemble à un rat ou un truc comme ça. Et en fait, si on synthétise tous les témoignages qu'on m'a donnés, ça ressemble plutôt à ça pour les gens. C'est-à-dire, ça a une queue de rat, un corps de poisson et une trompe d'éléphant. Donc on rejoint bien le côté chimère ou Dahu des Pyrénées. Alors voilà, bon, c'est vrai que cette espèce, on entend, oui, le décement, j'en ai entendu parler, le rat trompette et tout ça, oui. Mais en fait, on le voit jamais, on ne sait pas s'il existe, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous prouver que oui, il existe. Et notamment, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de l'espèce, en tout cas, du genre Desmanidés, dès le Quaternaire, en fait, il y avait déjà des Desmanidés qui existaient. Il y avait le genre Archaeodesmana, des genres Desmana et des genres Galémis qui regroupaient plusieurs espèces. Et pour le genre Galémis, durant le Quaternaire, on a eu 4 espèces de desmans, dont le desman de Cosmonie, je crois, oui, qui occupait toute l'Europe. Et concernant notre petit desman des Pyrénées, en fait, il a été découvert très tardivement, puisque c'est Geoffroy de Saint-Hilaire en 1811 qui l'a découvert et qui l'a décrit. Donc je vous rassure, le desmout laineux n'existe pas, c'est juste pour parler un petit peu de son histoire. Et donc, si on s'intéresse à notre petit desman, donc le décement des Pyrénées, Galémis pyrénicus, il a été découvert et décrit en 1811. Et là, moi j'ai un petit pincement au cœur à chaque fois que je vois cette petite photo, parce qu'en fait, cette petite photo représente l'holotype. Et qu'est-ce que c'est un holotype? C'est le spécimen qui a servi à décrire l'espèce. Donc cette photo-là, c'est ça, exactement. C'est le décement qui a servi à décrire l'espèce et qui est naturalisé et qui est au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il y en a au moins un là-bas. Il y en a au moins un là-bas, exactement. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme décement dans le monde? En fait, vous en avez 2. Il y a le genre Desmana avec le décement de Russie, Desmana mochata, qui va occuper plutôt les bassins, les estuaires, les zones de marée, bassin de la Volga, qui est plutôt du côté de là où ça chauffe en ce moment, là-bas. Voilà. Et notre petit décement des Pyrénées, qu'on va retrouver, lui, plutôt dans le quart nord-ouest de la péninsule ibérique, c'est-à-dire du nord du Portugal, vous prenez le nord du Portugal et vous faites une grande virgule jusqu'aux Pyrénées françaises. Donc ça, c'est son aire de répartition actuelle. Et pour la France, effectivement, le décement des Pyrénées, on ne le retrouve que dans les Pyrénées. Donc en termes de conservation, l'État a une forte responsabilité sur la préservation de cette espèce. Alors, comment on peut le décrire, ce décement, effectivement? On dirait qu'il a une queue de rat. Mais en fait, c'est un proche cousin de la taupe. Dans la classification phylogénétique, il est plus proche de la taupe que du rat ou du poisson ou de l'éléphant, vous aurez compris. Donc, alors, c'est un petit mammifère semi-aquatique qui est actif toute l'année et qui évolue dans les cours d'eau pyrénéens de moyenne et de haute altitude. On peut en trouver aussi dans les lacs. Et donc, il a une anatomie assez particulière, hein, parce que donc il a une longue queue, il fait à peu près 25 cm avec la queue, la moitié pour la queue. Ensuite, il a un corps en forme de poire, avec une double couche de poils pour être bien isolé. Il a des pattes arrière démesurées des pieds en forme de palme qui lui permettent de se déplacer extrêmement vite. Des yeux minuscules. A priori, c'est une espèce qui ne voit pas grand-chose. Et ensuite, sa particularité, effectivement, c'est quand même qu'il a une trompe. C'est-à-dire, c'est comme l'éléphant, c'est la soudure de la lèvre supérieure et du nez qui forme une trompe. Et la particularité du décement des Pyrénées, c'est que sur cette trompe, en fait, c'est vraiment son organe de prédilection, puisque c'est avec sa trompe qu'il va détecter son territoire, détecter ses proies, se déplacer, et il a aussi des vibrisses comme le chat. Donc c'est vraiment, en gros, il a une cartographie de son habitat rien qu'au toucher.
Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et pour avoir la chance d'en avoir vu, évoluer en milieu naturel, je peux vous dire que c'est une espèce qui vit donc dans des cours d'eau qui sont relativement rapides, même rapides. Il se déplace la nuit, et puis il voit rien. Donc imaginez-vous, on vous jette dans un cours d'eau en pleine nuit, les yeux bandés. Pour vous déplacer, je vous laisse imaginer. Donc voilà, une espèce qui fait à peu près 60 grammes, et son cousin, le Desman de Russie, qui est beaucoup plus gros, 500 grammes, à peu près 40 cm, et qui a, comme je le disais, un habitat plutôt de zones calmes, des marais, les estuaires, etc. Et qu'on retrouve donc juste dans les parties russes de l'Europe. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Depuis que l'espèce a été découverte, certaines personnes ont travaillé dessus. On a parlé donc de Gentruta, par exemple, qui a fait la première histoire naturelle du Desman. Et il y a eu, au cours de l'histoire, jusqu'à à peu près une vingtaine d'années, quelques études qui ont jalonné un peu l'amélioration des connaissances. Mais en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit encore que, malgré tout, c'est une espèce qui est méconnue, qui est menacée, et on a un fort besoin de connaissances parce qu'on protège mieux que ce que l'on connaît. Merci. Donc, pourquoi c'est un fort besoin de connaissances ? Parce que c'est une espèce qui est très discrète, qui est fragile, qui est difficile à étudier, et qui a une aire de répartition plutôt restreinte. C'est une espèce menacée, et on identifie quand même de nombreuses menaces qui portent sur son habitat ou sur l'espèce en soi. De ce constat-là, les services de l'État ont décidé, et l'Europe ont décidé de mettre en place des études, il y a à peu près une dizaine d'années, qui correspondent à plusieurs programmes de conservation, et le conservatoire a été coordinateur de ces plans d'action pour améliorer les connaissances sur son habitat, son écologie, sa distribution, identifier les menaces, etc., et jusqu'à amener des propositions de gestion. Donc il y a eu un premier plan d'action national en faveur du Desman des Pyrénées en 2009, qui s'est suivi d'un programme européen à peu près en 2014, et aujourd'hui on a un nouveau plan national d'action qui nous permet de trouver des financements pour améliorer les connaissances et mieux préserver l'espèce. Alors on ne fait pas ça tout seul, parce que c'est l'aire de répartition côté français, c'est l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Donc on a mis en place un réseau de partenaires à la fois techniques et scientifiques, parce que on souhaite que nos travaux soient validés scientifiquement. On n'est pas des chercheurs, mais on travaille beaucoup avec des laboratoires de recherche. On a mis en place des thèses dédiées sur l'étude du Desman. Et comme je vous disais, on ne fait pas ça tout seul, parce que localement, il y a plusieurs structures associatives ou autres, des espaces naturels protégés, qui nous aident à mettre en place les actions de connaissance et de protection. En 2009, j'ai commencé à travailler sur le Desman. J'en avais entendu parler comme vous, mais je ne l'avais pas forcément vu. Et le premier Desman que j'ai vu, il ressemblait à ça. Un petit cadavre. Oh, c'est triste, je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'était quand même une certaine émotion en me disant, ben oui, effectivement, il existe un cadre, mais il existe. Donc en fait, je vous montre ces images, certes, voilà, c'est pas très ragoûtant, c'est pas terrible, mais c'est effectivement une réalité. C'est-à-dire que depuis 2009, on a pu récolter une cinquantaine de cadavres par opportunité, des gens qui nous ont appelés, etc. Et mine de rien, ça reste une source d'information importante, parce qu'en fait, ça nous permet d'identifier les cas de mortalité. Et donc pour celui-ci, une fois on travaille avec des vétérinaires, donc une fois qu'on a un cadavre, on essaie d'avoir le maximum d'informations, on demande aux gens de faire une photo, de faire une fiche commémorative pour essayer d'avoir un maximum d'informations, et ensuite les vétérinaires font des autopsies, hein, comme pour les humains. On va essayer d'identifier l'âge, etc., et identifier les causes de mortalité, et tous les individus qui sont récupérés sont conservés, sont malheureusement découpés, on prélève des morceaux de foie, d'estomac, etc., pour des études ultérieures, pour faire de l'écotoxicologie, etc., et essayer d'identifier d'autres causes de mortalité si des chercheurs sont intéressés. Et donc, ce qui est intéressant sur cette cinquantaine d'individus trouvés, là vous voyez donc un pied à coulisse qui montre une certaine mesure, et en fait ce pauvre petit Desman, il a été prédaté par un animal, et il se trouve que sur les 50 individus, un gros tiers des Desmans ont été prédatés par des chats. Voilà. Et donc cette information, finalement, quand on est en pleine montagne, etc., on se dit, mais bon, c'est quand même pas un chat. Alors il peut y avoir du chat forestier, etc., mais bon, en tout cas, c'est quand même
quelque chose d'intéressant aussi pour nous, pour se dire, bon ben voilà, en termes de préservation, il y a peut-être aussi des choses à faire, et on sait que les chats, c'est des grands prédateurs, que ce soit pour les lézards, les oiseaux, etc., et aussi pour le décement. Ces cadavres aussi, là, ils nous ont permis aussi d'avoir des informations sur les types de menaces, comme par exemple les tuyaux de captage, qui ne sont pas protégés par une crépine, le décement peut rentrer dedans, ne peut pas se retourner et meurt noyé. Donc on a eu tout un tas d'informations comme ça pour améliorer les connaissances et préserver l'espèce. Donc ça c'est, voilà. Quels sont les exemples qui permettent de dire que ce sont des chats? C'est l'écartement des canines qui ont une, voilà, il y a une certaine mesure qui permet de dire qu'on est en tout cas face à un félin qui récapitule. Voilà. Et les autres prédateurs, belette, martre, tout ça? Alors ça, on a très peu de cas, mais par contre, on a le retour de la loutre dans les rivières. Alors c'est un prédateur naturel. Il arrive que le décement soit prédaté. On a eu déjà des cas, on a trouvé des épreintes. Les épreintes, c'est des crottes de loutre, avec des os et des poils, parce que le décement a un poil très caractéristique. C'est un poil qui forme une ligne droite et un certain angle. Et du coup, on arrive à identifier. Et du coup, il y a quand même d'autres prédateurs. Mais il y a aussi l'homme. Hein. On a eu des cas où je pensais que c'était un rat, je lui ai mis un coup de pelle, donc le décement est complètement... voilà. Il y a aussi, malgré tout, en termes de menaces, les ouvrages hydroélectriques. En fait, ça forme une certaine véritable barrière infranchissable, et on a des cas de décement. Pour l'anecdote, je vais vous raconter ça, c'est assez rigolo malgré tout. C'était au fond de la vallée de l'Aston, vous avez le barrage de l'Apparent qui fait plus de 80 mètres de haut, dans un endroit très encaissé, et en fait, les agents EDF ont retrouvé un décement au pied, et en fait, l'analyse a montré que le décement, il était complètement fracassé, tous les os, donc on pense qu'il a, à la dévalaison ou à l'émontaison, sur les berges, il a dû tomber et se faire, voilà. Et pour l'anecdote, ce qui était assez rigolo, c'était... l'agent EDF m'a appelé, il m'a dit j'ai trouvé un décement, qu'est-ce que j'en fais? Je lui ai dit il faut le mettre le plus rapidement possible au congélateur pour éviter que les tissus se détériorent. Et il m'a rappelé, il m'a dit c'est bon, j'ai réussi à le mettre dans le congélateur du bar d'en bas avec les Mr Freeze et les Magnum. Donc du coup voilà, le barman a dit ok on l'emballe bien, mais du coup je suis d'accord. Voilà. Donc du coup effectivement les cadavres c'est une source d'information pour améliorer les connaissances. Est-ce qu'il fréquente les berges des torrents ou il reste tout le temps dans l'eau? Il fréquente les berges des torrents, oui. C'est là qu'il se fait attraper par les chats. Certainement. Avec quoi il se Certainement. nourrit? Alors après, c'est ce que j'allais dire, il mange quoi? On va le voir par la suite. Je fais du teasing, mais vous allez le voir par la suite. Je sais, oui, sur les berges, oui. En fait, le décement, il a quand même des capacités terrestres. Il n'est pas, voilà. C'est un mammifère semi-aquatique. Hein, donc c'est un mammifère, il a besoin de respirer comme nous. Et donc semi-aquatique veut dire voilà. Ouais, on peut dire ça. Sauf que ça n'a pas les mêmes niches écologiques, mais en tout cas c'est ça. Et le décement, en fait, il utilise les berges pour avoir son gîte. Il fait pas de gîte en fait. Il va utiliser les infractuosités, le chaos de bloc, les systèmes racinaires. Il va rentrer, théoriquement, il rentre sous l'eau. Il rentre dans la berge, donc on le voit pas, et il va occuper un gîte donc à l'intérieur de la berge. Donc il a effectivement des mœurs plutôt à la fois aquatiques mais aussi terrestres. Il va se déplacer dans l'eau, il va chasser dans l'eau, il va consommer ses proies dans l'eau mais hors de l'eau, dans des petits chaos de blocs au milieu des cours d'eau. Mais en tout cas, il utilise les berges. Ça fait justement rebondir sur la suite. Alors comment on peut étudier une espèce qu'on ne voit pas? En fait, on va étudier ses crottes. C'est sympa, hein, c'est hyper sexy comme travail. Voilà. Alors des fois on avait des collègues, on se dit ah tu te rappelles la plus belle crotte de décement que tu as vue? Ouais c'est super quoi. Enfin je veux dire voilà, pour vous dire que c'est quand même compliqué et on parle de crotte pour avoir des souvenirs de décement. Donc en fait comment on fait? On va prospecter, on va faire des inventaires dans les cours d'eau, on va se mettre dans le cours d'eau et on va remonter le cours d'eau en auscultant toutes les pierres affleurantes, tous les petits chaos de blocs, parce que le décement il aime bien, c'est comme s'il rentrait là, ça c'est un énorme chaos de blocs, il est à l'abri, il va faire sa petite crotte, mais il va aussi consommer ses proies dans des endroits comme ça, cachés. Et on pense que, vous avez vu le rythme de l'espèce, on pense qu'il doit avoir un métabolisme très rapide, donc aussitôt mangé, aussitôt digéré. Donc c'est un moyen pour nous de détecter l'espèce, donc on va chercher les crottes de décement. Mais les réalités de terrain font que des fois c'est compliqué parce que les crottes elles sont pas super belles, je suis désolé de vous dire ça mais voilà. Comment on reconnaît une crotte de décement? En fait, je ne sais pas si vous voyez le fruit du mûrier platane.
voyez un petit peu ce chapelet, voilà. Ouais. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est un peu luisant. Ça a une odeur un peu d'huile de lin. Voilà. Mais ça, c'est quand elles sont fraîches. Elles se détériorent très vite. Quand il pleut, quand il y a du soleil, etc. Le niveau d'eau monte, les cailloux sont lessivés. Donc des fois, on se retrouve avec des trucs, on ne sait pas trop bien ce que c'est. Et il y a d'autres espèces qui occupent les rivières. Vous avez le simple plongeur, vous avez les musaraignes aquatiques, vous avez, qu'est-ce que vous avez d'autre comme espèce? Il y a d'autres espèces, par exemple, dans les ripisylves, vous pouvez avoir des chauves-souris qui vont se poser pour manger des proies, lâcher une crotte et puis ça tombe sur un caillou. Et des fois, ça nous arrivait de trouver des espèces des crottes de chauves-souris. Donc, on trouve ces crottes. Et quand elles sont fraîches, quand on a un peu l'habitude, on arrive à être quasiment sûr que c'est du desman. Et quand on ne sait pas, en fait, on fait les prélèvements, on les met dans des petits tubes, on met de l'éthanol, et on va utiliser la technique de la génétique pour savoir si c'est du desman ou pas. Donc, la génétique, en fait, c'est vachement bien parce que c'est une approche qui est non invasive, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de capturer le desman, on va travailler sur un indice de présence que sont les crottes. On met ça au laboratoire, on fait des analyses chimiques, etc. pour extraire l'ADN. Et ensuite, en fait, cette génétique-là, cet outil-là, il nous a permis en fait d'améliorer de manière exponentielle les connaissances sur l'espèce, notamment sur le régime alimentaire. En fait, le desman, c'est un insectivore. Il mange essentiellement des insectes qu'il va retrouver dans le fond du cours d'eau. Notamment, on parle d'insectes rhéophiles et benthiques. Rhéophiles, ça veut dire qui se trouvent dans les zones de courant, et benthiques, c'est plutôt des espèces qui sont au fond du cours d'eau. Donc grâce à l'analyse génétique, en fait, vous avez des banques de données mondiales qui permettent en fait, on séquence un animal, on va lui donner sa carte d'identité. Cette carte d'identité, elle est mise dans des banques de données mondiales, et quand on fait les analyses, par exemple de ces crottes, tiens, tac, il y a un morceau d'ADN qui va correspondre à telle espèce, et on arrive comme ça à retrouver les espèces qui sont consommées par le desman. Donc du coup, essentiellement des espèces comme les plécoptères, c'est pas les espèces, mais en tout cas des familles de plécoptères, éphéméroptères, les trichoptères, pardon. Essentiellement donc des espèces qui n'ont pas de fourreau. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs parmi vous. Vous voyez les porte-bois. Oui. Souvent on parle de porte-bois. Mais c'est des espèces un petit peu comme ça, sauf que lui il va sélectionner des espèces qui n'ont pas de fourreau. Voilà. C'est à décortiquer. Ça devient comment? C'est pas facile à décortiquer. Et c'est pas facile à décortiquer, effectivement. Donc la génétique, elle nous a permis ça. Donc c'est déjà en termes de connaissance de son régime alimentaire, c'est super intéressant parce que quelque part, on peut travailler que sur l'analyse de la ressource alimentaire qu'on va retrouver dans les cours d'eau et se dire finalement cette rivière, elle a une qualité en termes de ressources alimentaires qui peut être favorable au desman ou pas. Une autre chose très intéressante avec la génétique, c'est que finalement, on connaît un peu mieux l'histoire génétique de l'espèce à différentes échelles de territoire. Si on reprend l'échelle de sa distribution nationale pour notre desman des Pyrénées, en fait, il y a une étude qui a montré que à l'échelle de son aire de distribution, il y avait 4 lignées qui avaient une faible diversité génétique. Ça veut dire que déjà l'espèce, elle n'est pas en super bonne santé, parce que plus on a une diversité génétique, plus on aura de facilité, ou en tout cas des individus auront une facilité à s'adapter à des menaces, à comme le coronavirus par exemple. Il y a des gens qui résistent un peu mieux parce qu'ils ont une diversité génétique plus importante, etc. Donc cette étude, elle a permis ça, et elle a montré que la population pyrénéenne est relativement homogène, et que l'origine de l'expansion du desman des Pyrénées aurait été du côté du Pays Basque. Donc en fait l'espèce a évolué jusqu'à arriver aux Pyrénées orientales, et il est arrivé au bout, vous ne pouvez pas aller plus loin, mais en tout cas l'origine, le foyer du desman des Pyrénées est d'origine basque espagnole. Ensuite, si on s'intéresse plutôt à l'échelle pyrénéenne française, en fait on a identifié 3 clusters, côté est, côté ouest et côté centre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la mise en place de ces îlots génétiques, ils se sont mis en place, en gros, il y a 200 ans. Donc ça veut dire que ça correspond à peu près à la fin du petit âge glaciaire. On a le retrait des glaciers avec l'augmentation des températures, mais aussi on pourrait s'interroger sur des facteurs anthropiques que sont la mise en place de l'hydroélectricité dans les Pyrénées.
C'est-à-dire qu'il y a une centaine d'années, un peu plus d'une, ouais, on va dire une centaine d'années, les rivières pyrénéennes ont été aménagées pour la production d'hydroélectricité, des centrales hydroélectriques, des barrages, etc., qui ont peut-être joué sur la fragmentation de ces îlots génétiques. Donc ça c'est pareil, la génétique, grâce, là on travaille avec une crotte, on arrive à avoir ce genre d'informations. Les barrages qu'il y avait avant, ils n'avaient pas d'influence? Si. Il y en avait bien avant l'hydroélectricité quand même. Ah oui, complètement, oui. Puis il y a même d'autres faits anthropiques qui ont certainement joué. Les poissons, par exemple, dans les lacs d'altitude, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. C'est pas on pense que les poissons, les truites, c'est origine naturelle, mais en fait, non. Dès le Moyen-Âge, ça a été empoisonné. L'arrivée de l'hélicoptère a fait qu'on allait encore plus haut, etc. Et ça jouait une incidence sur notamment la ressource alimentaire du Desman, parce qu'on a des populations de Desman qui vivent dans les lacs d'altitude. Mais effectivement, voilà, donc la génétique permet aussi ces informations-là, c'est intéressant. Et enfin, si on se recentre sur une échelle plus petite, on a fait des études sur la rivière Aude, notamment avec le remplacement d'une conduite forcée. On avait un retour à un régime naturel de la rivière, et du coup, on voulait connaître un petit peu les incidences sur le Desman des Pyrénées. Et donc, on a fait de la génétique, on a trouvé les crottes, et ça nous a permis de faire de l'individualisation, c'est-à-dire que telle crotte, on a identifié un individu, un peu plus loin, on a réussi à identifier un individu, etc. Et ces informations-là, elles ont été intéressantes parce que on a identifié un certain nombre d'individus, même si c'est pas représentatif, mais on a vu, en gros, qu'on pouvait avoir plusieurs individus sur un même tronçon. Et ce qui était intéressant sur cette étude, c'est qu'on s'est aperçu que le Desman avait des capacités de déplacement beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait. Dans la littérature, on parle de domaine vital de Desman entre 300 et 500 mètres de cours d'eau. C'est-à-dire qu'on va trouver un Desman qui va évoluer, se reproduire sur 500 mètres de cours d'eau. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des individus qui faisaient plus de 18 km sur un pas de temps d'1 an. Alors, on a retrouvé une crotte attribuée à un individu. Un an après, on a retrouvé une crotte à 18 km en amont qui correspondait au même individu. Mais ça ne veut pas dire que s'il faut le Desman, en 1 mois, il a fait ses 18 km. Donc, il a des capacités assez fortes. Et là, ce qui était intéressant, c'est que c'était de l'aval vers l'amont. Il y avait 3 petits barrages, dont un qui faisait 10 mètres de haut. Donc, ça rejoint un petit peu aussi ce que vous disiez. Le Desman a aussi des capacités terrestres qu'on imagine, qu'on sous-estime, en fait. Donc, tout ça, c'est intéressant, même en termes de protection, parce qu'on se dit, le domaine vital d'un Desman, c'est 300 mètres. Donc, on va essayer de prioriser nos actions de gestion sur 300 mètres. Mais avec ce genre d'informations, il faut prendre un peu de hauteur et se dire que le domaine vital d'un Desman, c'est peut-être pas que 300 mètres, mais c'est peut-être plus à l'échelle d'une zone hydrographique ou à l'échelle d'un bassin versant. Là, on n'a pas d'idée si c'était un jeune qui se disperse ou... Non, ça c'est pas évident. Ouais. C'est effectivement la génétique avance vite. Hein. Aujourd'hui, on est sur des techniques où on va prendre de l'eau et on va identifier les espèces, le reste d'ADN qui peut contenir dans l'eau ou dans les biofilms. Les biofilms, c'est ce qu'on va trouver, c'est toutes ces petites algues qu'on va retrouver sur les cailloux et aussi dans les sédiments. Donc la technologie, en tout cas la génétique, avance très vite. Ça a un coût, ça coûte très cher. Une analyse pour identifier un individu, c'est 150 €, juste une crotte. Donc ça, quand même, ça a un coût. Et en sachant que, en gros, on a 30% de réussite de détecter de l'ADN dans les crottes de Desman parce que l'ADN se dégrade assez vite. Et c'est pas une espèce comme les amphibiens qui, pour les amphibiens, ils desquament beaucoup. Il y a beaucoup de cellules de peau qui sont libérées. Et donc on va retrouver plus d'ADN, alors que là, le Desman, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, vous voyez que la génétique, sans voir l'espèce, sans l'avoir directement en main, on peut avoir des informations pour la protéger. Alors je veux juste dire que tout ça, ça nous a permis finalement d'apporter des infos sur la génétique, nous a permis d'apporter pas mal d'infos, et on s'est basé sur des données historiques du Desman, puisqu'il y a des chercheurs qui ont travaillé dans les années 80 dessus, et nous on est retourné sur ces points. On a fait de la génétique, on a fait de nouveaux points d'inventaire, on a mis en place des thèses, notamment tous ces travaux génétiques, c'est grâce à un doctorant qui a permis d'apporter ces résultats. On a fait aussi des travaux de modélisation, de statistiques, on a regardé les variables environnementales. Tout ça pour vous dire que la combinaison de toutes ces données-là nous permettent de dire aujourd'hui qu'en l'espace d'une trentaine d'années, 60% de l'aire du Desman a disparu, côté français.
Donc ça veut dire que l'espèce est en train de remonter en altitude, et sur la partie atlantique des Pyrénées, on a une fragmentation des noyaux de population. Donc plus un noyau est fragmenté, plus il est fragile, et plus une menace, un cumul de menaces peut être présent. Et par exemple, on parlait de prédateurs. Côté Atlantique, il y a beaucoup de visons d'Amérique. Une espèce qui était élevée pour la fourrure. Économiquement, c'était pas viable. Beaucoup d'élevages ont ouvert les portes, et le vison d'Amérique est très opportuniste. Et il y a des cas de prédation énormes. Donc imaginez une petite population assez fragile, avec une remontée de plusieurs visons sur un bassin versant, ça peut avoir des effets assez négatifs, et du coup faire en sorte que certains noyaux peuvent disparaître. Ces chiffres-là, en fait, ils sont aussi corroborés côté espagnol, puisqu'ils ont à peu près les mêmes tendances. Donc l'espèce, elle n'est pas en super forme. Alors une autre technique qui est là, on va dire un peu plus invasive, c'est les captures. En fait, on utilise comme des nasses à anguilles pour essayer d'attraper du dessement. Donc on essaie de se mettre à la place d'un dessement, et on regarde un cours d'eau et on se dit, moi si j'étais dessement, je passerais par là. Voilà comment c'est raisonné en gros. Donc on sait qu'il aime bien les veines d'eau pour chasser, etc. Donc là on va disposer des pièges donc de type nasse à anguille. Alors on en a des souples, on en a des rigides, et vous voyez les parties blanches, c'est comme une chaussette en fait. On met le piège dans l'eau, la tête dedans, complètement immergée, et à l'arrière il y a une chaussette pour que le dessement, s'il est capturé, puisse aller se mettre au sec, se reposer et ne pas être complètement en train de nager pendant un certain temps. Du coup, sur 300-500 mètres de cours d'eau, on va poser une cinquantaine de pièges, et toutes les heures et demie, à partir de 18h jusqu'à 8h du matin, toutes les heures et demie, on va aller relever les pièges pour voir s'il y a un petit dessement. Alors, je vous laisse imaginer, au début, tout le monde est là, ouais, génial, viens, on va voir s'il y a du dessement, etc. Les premières heures, mais à 3h du matin, il n'y a plus personne. Tout le monde dehors. Et je peux vous dire que, voilà. C'est là qu'il arrive. C'est là qu'il arrive. Exactement. Et c'est quand, là, on n'arrête pas de boire et de manger toute la nuit, parce que pour tenir toutes les heures 30, c'est assez dur. Par contre, effectivement, quand il y a un dessement, on a des tokis, hein, ceux qui vont faire les inventaires, un dessement capturé, et alors là je peux vous dire que tout le monde se réveille et tout le monde est là dans les 30 secondes. Quoi. Donc c'est assez, en fait moi je trouve que ça a assez un côté magique, parce que on est à 2000 mètres, les 1800 mètres d'altitude, on est dans un cours d'eau, il y a du bouillon, etc. On pose nos pièges, il fait complètement nuit, et là au bout d'un moment on regarde nos pièges, il y a une boucle de poils qui sort là, qui a une tronche complètement folle. Mais moi je trouve que c'est un côté magique, et ça fait 15 ans que je fais ça. Et on a capturé un dessement avant-hier à Orlu, puisqu'on est en train de faire des suivis, je vous raconterai ça tout à l'heure. Je trouve que ça a vraiment un côté magique, quoi. Et on n'a pas besoin de partir au fin fond de la Guyane pour travailler sur une espèce dont on ne connaît pas. Ici, voilà, on a une bestiole comme ça, comme le dessement. Quand on attrape un dessement, on l'a 2 à 3 minutes dans les mains, et après on le relâche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder son âge. En fait, on regarde l'âge avec l'usure des dents. Donc plus c'est usé, plus c'est vieux. Généralement, on pense que le dessement a une durée de vie de 4 ans, donc c'est pas beaucoup. On va faire un prélèvement de poils pour savoir pour faire de l'individualisation, et aussi pour confirmer si c'est un mâle ou une femelle. Parce que le dessement, bien sûr, il complique beaucoup les choses. Pour essayer de voir si c'est une femelle, en fait, il a comme un pénis, c'est la femelle aussi. C'est-à-dire qu'elle a la papille urinaire qui a une forme de pénis, sauf que elle est plutôt... Ouais, voilà, c'est ça. Elle est plutôt triangulaire, alors que le mâle c'est plutôt tubulaire. Mais bon, quand vous êtes en pleine nuit avec des gants, il est plein de poils et vous essayez de... Voilà, c'est assez compliqué. Donc on le pèse, on lui regarde les dents, on lui prend 2-3 petits poils, et après, ensuite, on le met dans une boîte de contention, c'est-à-dire qu'on va le laisser au repos. Il dort. Mais on le laisse pas longtemps, hein, c'est même pas 5 minutes. Hein. Donc c'est vrai que le dessement a des phases, il est très très actif, et d'un coup pouf, il se pose, et après il repart. Et après on fait le lâcher. Et quand on l'a lâché, je peux vous dire qu'on est hyper soulagé parce que tout s'est bien passé. Et là donc du coup voilà, ça c'est aussi une technique, et cette technique là, on va le voir là maintenant, elle est souvent associée à des opérations de télémétrie. Alors la télémétrie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est qu'on va un peu l'embêter, c'est-à-dire qu'on va lui poser un petit émetteur sur le dos, derrière, au-dessus des reins, avec une colle qui tient un certain temps.
l'émetteur tombe tout seul, donc on n'a pas besoin de le recapturer. Contrairement à d'autres techniques qui existent côté espagnol et où on n'est pas très favorable, ils mettent l'émetteur sur la queue avec du scotch. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il le récupère. Donc c'est un peu compliqué, mais cette technique elle est quand même maintenant largement abandonnée. Et donc la télémétrie c'est intéressant parce que donc on lui pose un petit émetteur. L'émetteur il pèse 0,5 g. Donc c'est vraiment très léger. Lui il pèse 60 grammes. Et lui il pèse 60 grammes. Donc c'est il faut un ratio poids de l'animal et poids de l'émetteur très strict. Donc on lui pose ce petit émetteur avec de la colle chirurgicale et ensuite on le relâche et ensuite on va le suivre. L'émetteur en fait il émet un signal sur une certaine fréquence et on a un récepteur sur nous avec une antenne comme une antenne de télé et on va encore une fois suivre le décement en l'écoutant et en entendant un bip bip, voilà. Et ça, on fait ça 24 heures sur 24. Donc on fait les équipes de 3-8. Et toutes les 10 minutes, on prend un point. C'est-à-dire que 10 minutes, il est là, il est dans son gîte, il est en train de se reposer. 10 minutes après, il est peut-être encore dans son gîte. Pendant 4 heures, il peut rester dans son gîte. Et nous, on est là, on attend. Pour savoir qu'est-ce qu'il fait, quoi. Voilà. Il doit bien s'éclater. Donc je peux vous dire aussi, c'est pareil. Ça, on perd des points de vie à faire ce genre de manip. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça nous permet de caractériser ses déplacements, d'identifier ses zones de chasse, de connaître son rythme d'activité. Il y a des choses qui nous échappent complètement et qui sont hyper intéressantes parce qu'une année, on avait capturé 2 décements simultanément, un mâle et une femelle. La femelle était dans un affluent et le mâle était dans le cours d'eau principal. On les suit une semaine. Et au bout d'un moment, la femelle, elle sort de son gîte, et le mâle, il sort de son gîte en même temps. Donc il y a 2 équipes. La femelle est venue dans le gîte du mâle, alors que le mâle était déjà parti. Donc en fait, ils se sont déplacés comme ça. Le mâle a utilisé un autre gîte qu'on ne connaissait pas, et il est allé plus haut. Et 3 jours après, on ne sait pas quelle opération du Saint-Esprit et quel moyen de communication ils utilisent, la femelle est sortie, le mâle est revenu, mais sans se croiser. Ils se sont juste déplacés comme ça, quoi, en parallèle. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a un SMS ou j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il y a des moyens de communication qui nous échappent et c'est ce qui est intéressant finalement. Voilà, voilà, il y a des choses, voilà. Ce qui est intéressant, pareil, dans les captures, on s'est aperçu que le décement, il émettait des ultrasons, comme les chauves-souris. Donc voilà, ça peut être aussi une piste de recherche pour... L'émetteur, il a une durée de vie de combien? C'est à peu près... Au bout de combien de temps? Alors, si on est bon sur la pause, il peut rester, on va dire, une vingtaine de jours. Et c'est la durée de vie de l'émetteur. Mais ça nous arrivait qu'au bout de 3 jours, des fois, voilà. Parce que le décement se lave beaucoup quand il rentre dans son gîte, il se nettoie, il prend soin en tout cas de son imperméabilisation. Et donc, c'est vrai qu'avec les pattes, mais c'est vrai qu'ici, c'est quand même assez compliqué. Essayer de vous gratter avec le pied, là, c'est compliqué. Lui, il y arrive un peu, mais c'est le seul endroit où on peut le poser. Ensuite, c'est le moyen le moins invasif, c'est-à-dire qu'on aurait pu utiliser des transpondeurs ou faire une intervention chirurgicale, mettre en sous-cutané. C'est compliqué, voilà. Et vous avez vu la forme du décement, hein, c'est une forme un peu en forme de poire. On ne peut pas lui mettre un petit harnais avec une balise accrochée, quoi. Mais oui, bien sûr, je suis d'accord. Donc c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé en tout cas pour ça. Et donc, qu'est-ce qui prouve que ça ne le dérange pas? En fait, on a... Effectivement, ça, c'est difficile, on est d'accord, ça c'est certain. C'est certain. Mais du coup, nous on estime que finalement c'est le meilleur moyen, en tout cas c'est le moins impactant, parce que finalement on n'a pas de mortalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de décement retrouvé avec l'émetteur accroché. Voilà. Du coup, ça c'est ce qui nous fait dire que, voilà, en tout cas on essaie vraiment de minimiser au maximum, mais c'est vraiment pour des opérations très très particulières. Et justement, ça a vraiment on va le voir, hein, justement, ces opérations qu'on a vues, hein, la génétique, les captures, etc. Mais on va reparler de la télémétrie pour vous montrer aussi un cas concret finalement de ce que ça représente. Donc, toute cette approche à la fois scientifique, technique, naturaliste, voilà, on n'est pas tout seul à faire ça. Il y a des labos de recherche, on a fait des thèses, il y a des partenaires qui travaillent avec nous. Ben, finalement, ça nous a permis d'avoir des résultats très opérationnels. Ça ne reste pas dans des labos
Et bien sûr, il y a des publications qui servent à la communauté scientifique, mais nous, notre rôle, c'est de faire de la recherche opérationnelle et d'avoir des outils concrets de gestion. Donc, on a créé des outils comme... bon, déjà, on améliore les protocoles de suivi et d'inventaire. On a permis, vous savez que peut-être que les individus, en tout cas les espèces menacées, sont classées. Par exemple, à l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Et nos travaux ont permis de faire passer le statut de l'espèce de quasi menacée à vulnérable. C'est-à-dire qu'en termes de responsabilité, l'État a une forte responsabilité, puisqu'au niveau européen et mondial, l'espèce est en danger. Donc là, ils ont basculé en vulnérable. Ça veut dire que des moyens supplémentaires peuvent être mis en œuvre et mieux pris en compte dans les aménagements de cours d'eau, etc. Et c'est ce qu'on s'est efforcé de faire. Donc déjà, c'est une petite victoire, hein. On change de statut le statut d'une espèce, c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est quand même assez satisfaisant. Et aussi, on a, avec toutes ces cartographies que je vous ai montrées, la génétique, on a créé un outil cartographique d'alerte qui permet à un aménageur de dire, si je fais un aménagement là, je suis en zone de présence de dédessement, donc je suis obligé de prendre en compte l'espèce. Donc, nous, cette carte, elle est évolutive, hein, au fur et à mesure de l'avancée des données, et on a un lien fort, il y a une note de cadrage qui a été faite par l'ADREA, les services instructeurs de l'État. On forme les bureaux d'études à la mise en œuvre des protocoles, donc ils sont obligés de passer par là. S'ils n'ont pas la certification, la DREAL peut dire votre inventaire il n'est pas valable. Donc il y a quand même un certain poids sur ça, et c'est très opérationnel. Et enfin, ce qui est intéressant, pour revenir à la télémétrie, on est en train de travailler sur les débits minimums biologiques pour l'espèce, pour le dessement des Pyrénées. C'est-à-dire qu'avec la télémétrie, là en ce moment, j'ai des collègues qui sont en train de suivre un dessement en Ariège et un autre dans les Pyrénées-Atlantiques, parce qu'on a mis en place une autre thèse qui va travailler justement sur les débits minimums biologiques, c'est-à-dire quel niveau d'eau il faut le plus favorable pour que l'espèce puisse être en bonne santé, puisse se reproduire, puisse se nourrir. Et ce DMB, donc ce débit minimum biologique, il est important, notamment par rapport à l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, aujourd'hui, elle dit il faut laisser passer dans la rivière, une fois qu'on a capté l'eau, il faut laisser à minima 10% du module, c'est-à-dire le débit annuel moyen d'une rivière, il faut à peu près 10% du module. Et la communauté scientifique trouve que ce dixième du module, il n'est pas suffisant, et il est basé sur la truite, pas forcément sur le dessement, et ensuite un débit minimum, un dixième du module entre une rivière de plaine et un cours d'eau, c'est pas du tout comparable. Donc nous, on s'efforce de trouver le meilleur débit minimum biologique pour faire augmenter justement le pourcentage du module pour que la qualité des habitats soit le meilleur possible. Et ça, c'est d'autant plus important, hein, c'est le sujet du festival, c'est la ressource en eau. Les changements climatiques font qu'on va avoir une augmentation, les modèles montrent qu'on va avoir une augmentation de la température de l'eau de 2-3 degrés, moins d'oxygène dissous, des rivalités entre espèces, une migration des espèces vers les altitudes les plus hautes, des débits d'étiage sévères de plus en plus nombreux. On l'a vu l'année dernière, hein, vous avez vu les cours d'eau, nous on a fait des inventaires d'espèces, je peux vous dire que c'était hyper compliqué de détecter l'espèce. Donc cette étude-là, pour nous, elle est importante, parce qu'elle va nous permettre de proposer des mesures de gestion par rapport à l'hydroélectricité un peu plus contraignantes, parce que ça nous semble important que finalement le dessement, si on protège le dessement, on protège nos rivières en fait. C'est-à-dire qu'on protège la qualité de l'eau et ça nous est quand même bénéfique. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui est important. Et donc dans quelques années, peut-être qu'on reviendra ici vous parler du DMB et qu'on aura réussi à proposer des débits de rivière un peu plus intéressants. Donc voilà, j'en ai terminé.